comment concilier tous les enjeux pour les bâtiments construits en neuf ou en rénovation. Donc, les éléments de cette introduction sont issus d'un projet encore en cours qui s'appelle GoPEI Élevage de demain, qui se termine en 2021, qui est piloté par Midiport et qui a pour objectif justement de réfléchir à un modèle d'élevage d'avenir pour la filière porcine du Sud-Ouest. Alors l'idée dans la construction de ce modèle a été de prendre en compte les attentes d'une part des éleveurs, mais également de la filière, de la société, des consommateurs et d'également considérer les évolutions réglementaires. Donc il ressort de cette prise en compte des attentes diversifiées avec pour les éleveurs des attentes d'amélioration des conditions de travail, avec notamment des bâtiments plus agréables à travailler, des améliorations environnementales avec des réductions d'émissions gazeuses, d'odeur et de consommation d'énergie, et surtout un maintien des performances économiques, sanitaires et techniques. Pour la filière, il s'agissait d'avoir plus d'autonomie protéique, d'aller vers une segmentation du marché et de mettre en valeur les spécificités régionales. Pour la société, c'est ce qui est ressorti dans le projet Accept et qui vous a été présenté hier. Ce qui semblait très important était l'accès plein air pour les animaux, un rejet du modèle de production intensif et puis également un souhait d'interdiction de cages et de contention individuelle. Pour le consommateur, ce qui semblait primordial dans ces actes d'achat, c'était le prix, les promotions, l'emballage et les informations nutritionnelles. Et sur la réglementation, ce qu'il ressortait, c'est que celle-ci était importante concernant l'environnement et le bien-être et qu'elle n'allait pas se simplifier à l'avenir et même aller de plus en plus d'obligations de moyens à des obligations de résultats. Donc finalement, c'est la prise en compte de ces différentes attentes qui n'allaient pas forcément dans le même sens s'est avérée être une difficulté et la construction de cet élevage de demain revenait à trouver un compromis. Alors un compromis entre le bien-être et l'environnement. On a choisi de vraiment axer d'abord sur le bien-être pour être sûr d'améliorer le système en ce sens et tout en vérifiant que cela ne dégradait pas trop l'environnement ou du moins qu'on parait à cette dégradation. On a également été confronté à l'opposition qu'il y avait entre la différenciation de l'élevage, qui plus il est différencié, plus finalement présente un surcoût, et avec un questionnement sur le consentement à payer pour ces nouveaux modèles. Donc, pour fonctionner, on a choisi d'aller d'abord vers la différenciation pour être sûr d'en avoir une, et de regarder le consentement à payer et le coût dans un deuxième temps. Il y avait deux choses qui fonctionnaient par contre pas mal en parallèle, c'était plus on prenait en compte les attentes sociétales, plus on imaginait le modèle accepté par la société. Donc on a vraiment choisi d'aller vers la prise en compte de ces attentes. La question qu'il nous reste, c'est a-t-on été suffisamment loin et est-ce que ça suffira à améliorer l'acceptabilité? Ça, c'est l'avenir qui le dira. Dernier antagonisme qu'il a fallu gérer, c'est le souhait d'intégrer dans ces élevages de l'innovation, mais pour autant, en lien avec ces innovations, on n'a pas toujours de l'information ou un retour d'expérience suffisant pour être capable de dire à l'éleveur voilà ce que ça va donner dans votre élevage. Donc on a fait un juste milieu, mais de fait, il reste des questions auxquelles il nous faudra répondre à l'avenir. Donc le cahier des charges résultant est le suivant. Pour construire cet élevage de demain. Sur le bien-être, on est parti sur des grands volumes, des maternités liberté, un accès à l'air libre des animaux, une surface par animal augmentée, la mise à disposition de matériaux manipulables et la disposition de zones de vie adaptées aux différents besoins du porc. Sur l'environnement, on est allé vers une maîtrise des émissions gazeuses et des odeurs, l'utilisation de ressources alimentaires régionales, des modalités d'évacuation des effluents pour limiter les émissions gazeuses et les odeurs, et une participation à de la production d'énergie renouvelable. Et pour des raisons sanitaires, on est resté sur des animaux en bâtiment, avec l'utilisation de murets pour les protéger de la faune sauvage. Donc voilà notre cahier des charges de départ. L'objectif à la fin de ce projet était de concevoir des plans de bâtiments qui répondent aux différents éléments que Sandrine vient de vous présenter. Il s'agissait d'un élevage hypothétique sur la base d'un troupeau de 225 truies conduit en 7 bandes avec un sevrage 28 jours. Pour commencer le bloc nichage, on distingue un bloc gestante en vert,
un bloc maternité en bleu, un bloc attente saillie en violet, et enfin un local technique dans lequel on va retrouver le sas sanitaire, le bureau de l'élevage, l'infirmerie, les cases Vera et le local machine à soupe. Maintenant, je vous propose de reprendre le détail de chacun des stades physiologiques dans les slides qui vont suivre. Tout d'abord, la maternité. La maternité, on est sur deux bandes de 26 truies avec deux salles, une de 14 places et une de 12 places pour bel et bien retrouver nos 26 truies en maternité, donc liberté. La case qui a été dessinée pour le moment est une case de 2,60 sur 2,60 permettant à chacun, en jouant sur la largeur donc des couloirs, de disposer d'une surface plus ou moins importante. Et là, je vous ai donné deux exemples qui permettent de présenter des conceptions de cases maternité. Alors, pas forcément celle qui a été imaginée, c'est juste pour illustrer mon propos. Un deuxième stade physiologique, c'est la verraterie. Le parti pris qui a été fait sur la verraterie était de venir libérer les truies en dehors des périodes d'IA. Donc finalement, on a deux bandes de 30 truies qui sont très très proches de ce que l'on peut observer à l'heure actuelle en gestante réfector courette avec 2,25 m² donc par truie. En gestante, on est parti sur 4 bandes de 29 truies avec deux variantes possibles. Une première variante avec l'installation d'un DAC dynamique qui permet donc aux truies de circuler dans la zone de vie qui est ici, de rentrer dans chacun des 3 DAC que l'on voit juste ici, pour ensuite repartir donc dans la zone de vie ou être trié dans la zone de tri qui est juste ici. Ceci est la première option. La deuxième option consiste plutôt à avoir un réfectoire courette relativement classique avec une aire paillée en bout donc de bâtiment qui permettent de matérialiser une aire d'exercice donc pour les truies. Concernant le post-sevrage, nous sommes sur 3 lots de 336 places, ce qui correspond à 12 cases par salle et à 28 porcelets par case. On est sur une densité de 0,4 m² par porcelet et on a un système de raclage en V qui est à disposition sous les systèmes de cases. On voit que les cases telles qu'elles ont été imaginées, on a une niche qui est positionnée en fond de case, on a le nourrisseur qui est matérialisé en marron ici, les abreuvoirs matérialisés en bleu juste ici, et on a la présence d'un râtelier à paille qui est positionné à l'opposé donc des nourrisseurs. Donc là, vous pouvez voir deux illustrations qui ont pu nous inspirer pour imaginer ce type de conception. Concernant l'engraissement, nous sommes sur 6 lots de 336 places avec 28 cochons donc par case. Alors ce que l'on peut observer ici, c'est la présentation de deux bâtiments. Si l'on vient faire un zoom sur la case va ressembler à ceci. Cette case est compartimentée en deux zones. Tout d'abord, la zone intérieure de 1 m² par port en caillebotis intégral matérialisée en gris sur le schéma, dans lequel on va retrouver des logettes de repos matérialisées par les points rouges juste ici. Donc on en distingue 5 sur le schéma. On va avoir un système d'alimentation soupe avec les auges positionnées sur le côté du bâtiment, comme on le voit donc ici, matérialisé donc en marron. On va avoir un système de raclage en V pour l'évacuation des effluents d'élevage qui va se faire donc de cette façon-là, de façon non transversale. Et ensuite, on va avoir une zone extérieure. Cette zone extérieure, elle est de 0,5 m² donc par port, et on va retrouver deux variantes. Une première, on met un système de gisoir juste ici et juste ici avec une niche donc au-dessus et du système donc caillebotis donc au milieu. Dans ce cas de figure, on retrouve un râtelier paille avec une petite dallette donc dans la zone donc intérieure où on décide de venir faire une aire paillée sur la totalité de la surface que l'on a ici. Dans ce cas, on a uniquement donc du gisoir et la distribution donc de paille sur cette dalle. Sur les différents stades physiologiques qui viennent d'être présentés, c'est probablement l'engraissement qui cristallise le plus d'incertitudes. Effectivement, sur ce genre de conception de bâtiment, on manque de recul et de références techniques. De plus, en termes de comportement des animaux ou d'effets saison, on sait que les animaux vont pouvoir aller déféquer à différents endroits en fonction donc, du temps, ce qui va générer des émissions gazeuses associées qui peuvent être différentes dans l'année, mais aussi des performances zootechniques qui pourront être variables au cours donc, du temps. De plus, la présence de lisier et la distribution donc de paille peut générer de nouveaux effluents d'élevage qu'il faudra caractériser. Ensuite, peu importe les stades physiologiques concernés,
Il y a un gros travail qui reste à faire sur l'évaluation des surcoûts par rapport aux différents dispositifs que j'ai présentés donc jusqu'ici. Et enfin, c'est important de comprendre que les différentes choses qui ont été présentées ici sont adaptées uniquement pour des bâtiments neufs. Parce qu'on est en train de parler de modification de structure des bâtiments, on est en train de parler de changement de mode d'évacuation des effluents, on a parlé notamment donc, du raclage en V, ou de la ventilation centralisée, notamment sur la partie naissage, qui ne peuvent être adaptés que sur du bâtiment neuf. Suite à ce constat, l'IFIP et les chambres d'agriculture de Pays de la Loire et de Bretagne se sont réunis pour travailler sur un cas concret de bâtiment existant. Nous avons pris un bâtiment d'engraissement de 900 places, dans lequel nous avons 6 salles de 150 places. On voit une salle juste ici, avec le couloir central donc matérialisé en vert, dans lequel on observe 10 cases par salle, avec 15 cochons par case, et un système classique, c'est-à-dire une auge de 5 mètres et une densité de 0,75 m² donc par port. Et l'objectif va être de faire évoluer ce bâtiment sur la base de 3 thématiques. Faire entrer davantage de lumière dans les bâtiments, assurer la distribution de matériaux manipulables meubles, et enfin donner un accès extérieur aux animaux. Alors, globalement, si on commence sur l'apport de lumière supplémentaire, la situation classique que l'on observe actuellement donc en élevage, ça va être d'avoir à minima 2 fenêtres. Alors, ce que vous pouvez voir ici, ça correspond au mur de la continuité donc des salles pour exprimer qu'on a une salle à disposition ici et on a une autre salle à disposition ici. Cette partie-là va correspondre au couloir central de mon bâtiment et cette partie-là va correspondre à l'extérieur. Et donc on voit bien qu'on va avoir à disposition 2 fenêtres pour faire rentrer de la lumière, une fenêtre ici et une fenêtre ici. Et cela va correspondre à souvent des fenêtres destinées à des systèmes de sécurité pour, en cas de panne des ventilateurs, avoir la possibilité de passer en ventilation transversale. La première option que l'on va avoir pour faire rentrer plus de luminosité dans le bâtiment, ça va être de passer par le toit, avec la création de puits de lumière. Ils sont matérialisés ici par des points rouges qui peuvent être localisés soit dans le couloir central donc, du bâtiment et la lumière rentrera par cette fenêtre-ci, soit positionnés directement donc, dans la salle avec donc l'autre point rouge. Le premier point de vigilance qu'il va falloir avoir lorsque l'on parle de puits de lumière, ça va être au niveau de la toiture, le type de toiture. Effectivement, si l'on a une toiture en fibrociment dans laquelle on a donc de l'amiante, ça va être compliqué de venir intervenir donc, sur ce type donc, de toiture. Le deuxième point, ça va être la disponibilité d'espace dans les combles pour faire passer donc, ce tuyau qui doit aller du faîtage jusqu'au plafond. Pourquoi on va avoir ce genre de problème? C'est lié au type d'encombrement que l'on a avec notre système de charpente en fermette. La deuxième option disponible, ça va être de faire des insertions donc de fenêtres supplémentaires dans le bâtiment. Alors, on va pouvoir venir mettre des fenêtres soit au niveau qui donne sur l'extérieur, comme on peut le voir ici, soit des fenêtres qui donnent sur le couloir central, donc comme on peut le voir ici, soit des fenêtres qui donnent sur les autres salles, comme on peut le voir sur les deux côtés de ma salle ici, ou enfin des fenêtres qui sont positionnées sur les portes de salle ou sur la porte générale de mon bâtiment, au niveau de mon couloir central, pour permettre de faire rentrer donc davantage de lumière dans un premier temps dans mon couloir, puis dans un deuxième temps donc dans mes salles. Il faut savoir que, de nouveau, sur cette solution technique-là, on va avoir un certain nombre de contraintes. Alors, la première contrainte, ça va être la portance des murs. Il faut avoir en tête que les fenêtres actuellement posées donc en élevage, c'est des fenêtres qui font 150 sur 80 de large, et globalement des ouvertures aussi importantes sur des panneaux béton, et là j'en viens au deuxième point, qui sont relativement âgés, donc c'est l'âge des bâtiments en engraissement. On est sur un âge moyen entre 25 et 30 ans, ou en gros venir mettre une ouverture assez conséquente dans des panneaux béton aussi vieux, le risque c'est qu'en termes de portance, le panneau béton n'étant pas conçu pour justement ce type d'ouverture, que ça pose problème pour la solidité donc, de l'édifice. Le deuxième point, il faut avoir en tête que lorsque l'on vient créer des ouvertures supplémentaires, donc notamment les ouvertures vers l'extérieur, le risque, c'est la création donc, de ponts thermiques. Donc en termes donc, de pose, il faudra être particulièrement vigilant pour éviter d'avoir des phénomènes de condensation au sein donc, de la salle. Sur les entrées d'air qui se font par rapport à des salles contiguës. Là, ça va être les entrées d'air donc parasites. Il va falloir éviter que l'air présent dans cette salle-là
ne viennent rentrer donc dans les salles qui sont juste à côté, comme on peut le voir hop, ici. Et enfin, attention au soleil, il faut bien avoir en tête que dans les conditions donc estivales, avoir des surfaces vitrées très très importantes, le risque c'est d'avoir beaucoup de chaleur à rentrer donc dans les bâtiments, sachant que c'est déjà ce qui pose problème à cette période donc de l'année. Et le deuxième point, c'est il va falloir venir installer des systèmes occultants, comme on peut le voir sur la photo ici, pour éviter qu'il y ait du rayonnement direct sur les animaux. On en vient à la deuxième thématique, c'est-à-dire la distribution de matériaux meubles. La situation classique que l'on rencontre en élevage, c'est la présence de chaînes et ou de rondins ou de ficelles. C'est matérialisé sur le schéma par les cercles bleus présents dans chacune des cases. Si on essaye de faire évoluer cette situation, je vais prendre l'exemple ici de l'installation de râteliers donc à paille. Il faut avoir en tête que l'installation de râtelier à paille, comme on peut le voir ici, avec la présence d'un râtelier et d'une petite dallette donc, au sol pour permettre que la paille ne passe pas directement dans le caillebotis, le premier risque, ça va être l'évacuation des effluents. Il va falloir trouver une situation, une configuration pour permettre que cette évacuation se fasse dans de bonnes conditions sans venir boucher les canalisations. La deuxième situation, ça va être en termes de coût. Il faut avoir en tête que l'installation de ces râteliers, forcément, ça va avoir du coût en termes d'investissement, mais aussi en termes donc, de main-d'œuvre pour venir remplir ces râteliers et en termes donc, de matières premières pour les approvisionner. Le deuxième point, c'est le volet sanitaire, en lien avec la peste porcine donc, africaine, qui touche actuellement une partie donc, de l'Europe. Et enfin, si on prend le retour d'expérience que l'on a donc de la station expérimentale de la Chambre d'agriculture de Pays de la Loire, les Trinotières, des essais ont été faits avec l'installation de petites dallettes posées au sol, au-dessus duquel on venait distribuer donc de la paille. Et on se rend compte que la consommation donc de paille par les animaux rend les fesses un peu plus sèches et un peu plus compactes, ce qui peut occasionner des caillebotis qui vont se boucher, parce que les fesses vont avoir plus de difficultés à passer donc à travers. Et le deuxième point, c'est quand les cochons viennent déféquer sur la dallette, en fait, on peut se retrouver avec des émissions de gaz à effet de serre plus importantes dans ce genre de configuration. Enfin, on en arrive à la dernière thématique, la création d'un accès extérieur. Alors, la situation classique, c'est on a un seul mur en élevage qui permet de donner un accès à l'extérieur. C'est le mur que l'on peut voir donc ici. Donc globalement, dans cette configuration-là, ça sous-entend qu'on a uniquement 2 cases sur les 10 qui peuvent avoir accès à un accès extérieur, et donc toutes les autres sont contraintes de rester à l'intérieur. Si on va donner un accès à la totalité des animaux, dans ce cas, il faut faire un aménagement intérieur complet, un réaménagement intérieur complet de la salle concernée. Alors la première solution, ça va être de rester en système auge-soupe et d'avoir 2 groupes de 75 cochons. Donc on crée 2 groupes de 75 cochons de chaque côté donc, du couloir central, et on va venir positionner des auges matérialisés en marron juste ici et juste ici, qui vont nous permettre donc d'alimenter donc, les cochons. Or, dans cette configuration-là, on ne dispose pas de la surface nécessaire, de la longueur nécessaire pour venir alimenter tous les cochons en système donc, de soupe. Donc il va falloir, en plus de créer donc, une courette, venir rajouter des systèmes donc, de soupe directement sur la courette ici, de telle sorte qu'on ait bien accès aux 25 mètres de longueur d'auge nécessaire pour 75 cochons. Donc ça va quand même être la première contrainte. La deuxième contrainte, c'est également en termes de rationnement. Ça sous-entend qu'on va venir rationner la totalité des cochons, un groupe de 75 cochons, avec le même plan de rationnement. Donc le risque derrière, c'est d'avoir des cochons qui vont, au niveau de la grille de paiement, être plus hétérogènes. Donc on se rend bien compte que cette solution-là, pour les différents points que je viens d'évoquer ici, c'est une situation qui n'est pas satisfaisante. L'autre situation, ça peut être de passer en système DAC. Alors en fait, on va passer avec un seul groupe de 150 cochons sur lequel on va venir installer donc des DAC. Donc là, en l'occurrence, il y a eu 7 DAC d'installés donc juste ici. Hop, et on va avoir une station tri d'installer donc juste là, avec la zone de tri ici, et ensuite la zone de vie intérieure ici, et la zone de vie extérieure, donc la courette donc ici. Donc là, on a une courette de 0,3 m² donc par porc qui a été créée. Et on arrive bien à retrouver une surface de 0,75 m² par porc si on vient cumuler les surfaces intérieures et les surfaces extérieures. Par contre, les contraintes supplémentaires que l'on va avoir avec ces bâtiments-là, c'est
si l'on a besoin de venir confiner les animaux à l'intérieur donc des bâtiments, du fait que l'on ait 0,75 m² par port en intérieur et en extérieur, ça sous-entend que uniquement sur la surface intérieure, on n'aura pas la surface disponible pour venir les confiner, ça c'est le premier point. Après, il faut bien avoir en tête que le bâtiment, il évolue dans un environnement. Et cet environnement, on peut avoir des proximités entre les bâtiments qui font que toute cette zone-là n'est pas forcément une zone disponible au niveau donc, de notre chaîne bâtiment, parce qu'on peut avoir un autre bâtiment positionné donc juste à côté. Le deuxième point en lien avec l'environnement autour des bâtiments, ça peut être le dénivelé qu'il peut y avoir donc, autour des bâtiments, avec la présence donc, de talus ou la présence donc, de fossés qui peuvent engendrer des gros travaux donc, de terrassement. Et enfin, le dernier point, ça rejoint ce que l'on évoquait tout à l'heure sur l'âge des bâtiments. Ça va être, quand on a des bâtiments qui sont trop vieux, venir faire des ouvertures donc dedans, il peut y avoir des gros risques en termes de portance donc pour ces bâtiments-là. Donc si on essaye de conclure sur les trois thématiques que l'on vient d'évoquer là, donc la lumière, les matériaux meubles et les accès extérieurs, on se rend compte qu'on est en face de problèmes de faisabilité qui sont de l'ordre, dans un premier temps, pratico-pratique, par rapport à l'âge des bâtiments, par rapport à l'encombrement qui est présent donc, dans les charpentes, et enfin par rapport à l'évacuation des effluents que l'on va devoir mettre en place pour permettre que tout ça se passe correctement. D'autres soucis qu'on peut avoir, c'est de la faisabilité technique. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, dans ces nouveaux concepts de bâtiments, je pense notamment aux accès donc, extérieurs, il nous manque beaucoup d'informations sur les performances des animaux et comment finalement, en termes de performance donc, pour les éleveurs, est-ce que finalement les performances des animaux vont être au rendez-vous. La distribution de matériaux meubles, on se pose aussi des questions sur la caractérisation de ces effluents d'élevage, qui vont pas vraiment être du fumier, pas vraiment être du lisier, et qui vont être besoin d'être caractérisés pour les plans d'épandage. Et enfin, le dernier point, ça va être la faisabilité également donc financière. Il faut bien avoir en tête que l'installation, par exemple, d'un puits de lumière, c'est à peu près donc 1000 €. Un râtelier paille, il y en a à peu près pour 85 € d'investissement, mais il va y avoir également donc 12 centimes d'euros par porc qui vont être consommés en consommables au vu de la paille qui va être consommée donc, par les animaux. Donc là, c'était sur la base d'un essai où les cochons avaient consommé 13 grammes par porc et par jour de paille. Ensuite, c'est l'installation de courettes sur la base de 0,3 m² donc, par porc. Ça nous fait donc des courettes de 43 m² donc pour une salle. Et enfin, c'est si on fait un réaménagement en profondeur donc des salles, on se retrouve avec l'installation de 7 DAC, l'installation d'une station de tri, plus tous les aménagements donc autour, on se retrouve avec un investissement juste pour la partie alimentaire de 13 500 €. Du coup, globalement, on va se rendre compte que pour une salle, ça correspond à un investissement de 29 000 €. Et pour la totalité du bâtiment, parce que je vous rappelle qu'on avait 6 salles sur nos 900 places d'engraissement qui étaient disponibles sur le bâtiment, ça correspond à un investissement de un peu plus de 170 000 €. Donc finalement, on se rend compte que pour faire évoluer notre parc de bâtiments non français, à la fois sur des bâtiments neufs, comme on a pu le voir sur le projet BP 2022 ou sur le projet GoPU Occitanie, il y a un certain nombre d'incertitudes qu'il va falloir documenter donc, dans les années à venir. Et on se rend compte que sur les bâtiments donc, existants, c'est loin d'être évident de venir faire évoluer les bâtiments sur ces thématiques-là.